bonsoir les Itata et bienvenue sur notre plateau de Phoques Causés. Aujourd'hui, nous abordons une question qui touche au cœur de notre identité, de notre mémoire collective, de notre histoire. Nous parlerons des noms de nos ancêtres, ceux qui ont connu l'esclavage colonial et qui seront gravés sur le mémorial national qui est en construction bientôt, qui démarre au mois d'août 2026. C'est bien ça, Monsieur Romana. Et ce mémorial national, effectivement, c'est une première, un atout majeur pour nous parce que c'est plus de 200 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont été réduits en esclavage et qui seront inscrits dans la pierre, dans le verre. Et aujourd'hui, on va se poser un certain nombre de questions. Comment ces noms ont-ils été retrouvés? Pourquoi est-ce que ces noms, est-ce important de les mettre en lumière? Nos noms de famille à nous, comment savoir si nos noms vont s'y trouver? Aujourd'hui, on a avec nous un des initiateurs à l'initiative de ce projet formidable, Monsieur Serge Romana. Vous êtes le professeur Serge Romana, vous êtes également professeur de médecine à la retraite. Pour vous présenter, vous êtes généticien, initiateur de la marche du 23 mai 1998, en fait, qui est connu comme le fondateur du CM 98. Alors, première question, qu'est-ce que le CM 98? Alors, ça veut dire Comité Marche du 23 mai 98. Et nous avons nommé cette association après avoir fait la marche du 23 mai. Et comme nous savons que nous avons tendance toujours à oublier les choses, nous avons nommé l'association Comité Marche du 23 mai 98 pour qu'on ne puisse pas oublier. Pour ne pas oublier. Voilà. Très bien. Merci à vous. Donc, vous êtes également le coprésident du comité de pilotage du Mémorial national. Et vous me disiez à l'instant, en amont, en préparation de cette émission, que vous êtes cofondateur, coprésident. Et l'autre coprésident, c'est, je vous laisse... C'est la ministre de l'Outre-mer, mais c'est le ou la ministre de l'Outre-mer qui est là. À un moment T, nous en avons eu 7 depuis 2009, depuis 2017. Donc, j'en ai connu beaucoup. Très bien, merci. On se tourne vers vous, notre deuxième invité. Comme vous le voyez aujourd'hui, chers Itata, nous n'avons que deux invités. Et le deuxième, c'est Monsieur Jean-Louis Fonsa, que vous connaissez, notre historien de Phoques Causés. Monsieur Fonsa, je me tourne vers vous. Que représente, première question essentielle à ce débat, la construction du mémorial, que représente pour nous, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais également, que représente la construction d'un tel monument pour nous qui sommes héritiers d'une telle histoire, aussi lourde soit-elle? On est passé du monde invisible au monde visible. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous connaissions des dates de libération en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, mais jamais, au grand jamais, si vous voulez, nous n'avons pas, nous les historiens en général, en particulier en Martinique, nous n'avons pas pu retrouver la traçabilité de nos ancêtres. Or, le CM et l'association des familles, retrouver des familles martiniquaises, a pu, on peut dire, en moins de 10 ans, retrouver, excuse-moi bien, pour la Martinique, ils ont pu retrouver les 73 000 noms martiniquais qui ont été obtenus leur liberté en 1948. En Guadeloupe, c'est 86 000. La Guyane, c'est 16 000. Et la Réunion, 12 500. Oui, je suis 16 000. Et puis la Réunion, c'est 60 000. D'accord? Et aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui, chacun recherche son identité. Alors, si vous voulez, pour se rappeler les constructions cosmogoniques mythologiques, tout le monde se tourne vers l'Afrique. Mais personne ne sait de quelle région nous sommes de l'Afrique. Mais nous sommes sûrs et certains que nous sommes tous sortis de l'habitation. N'est-ce pas, maître? Nous sommes tous de l'habitation. Et donc, très clair. On a, en Martinique, en Guadeloupe-Guyane, grâce à la recherche et à ce qu'on appelle la génétique, pas seulement la génétique, je rigole un petit peu, je sais avec lui, d'accord? On a pu retrouver les noms de ceux là. Donc aujourd'hui, on a tous les noms de nos ancêtres. Les noms de nos ancêtres, c'était la construction, si vous voulez, notre construction à nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut se pencher sur, je peux dire à mes enfants, il va vous dire tout à l'heure, que ton aïeul s'appelle Temps, il vient de Temps. D'accord. Voilà la descendance. Et ça, c'est extrêmement important pour notre construction intellectuelle, culturelle. Contrairement au mythe qui veut... Bon, je n'ai rien contre les afro-descendants, mais l'Afrique, c'est une chose, mais la réalité historique, c'est une autre chose. C'est-à-dire, nous sommes tous sortis de l'habitation. Que nous soyons libres de savane, ou que nous soyons de 1948, que nous soyons de 1832, que nous soyons un peu plus tôt, nous sommes tous sortis de l'habitation.
Très bien. Monsieur Serge Romanat, je me tourne vers vous pour que nous connaissions, nous comprenions un petit peu la genèse de tout ce projet. La première question, ce serait de savoir comment cette genèse, parlez-nous de cette genèse, comment l'idée vous est venue, comment la construction, le projet s'est construit jusqu'à aujourd'hui. On parle d'un projet de plus de 4 millions, c'est ça? Oui, non, c'est un projet qui, à la base, fait 5 millions et puis Ah oui, pour pouvoir l'améliorer, c'est 1,1 à 2 millions de plus d'accord. qu'on recherche par les mécènes. Des mécènes, des contributions des uns et des autres, collectivités. Bon, le point de départ Mhm. date des années 93. Ça fait donc longtemps. Oui, plus de 25 ans en tout Ah cas, oui, oui, ça fait plus de longtemps, 30 ans. 30 ans. Et nous nous sommes rendus compte, en fait, que nous avions une histoire, mais que nous parlions de nos parents comme des esclaves, mais pas de nos aïeux qui avaient vécu l'esclavage. Oui. On a compris, en fait, on a compris une chose fondamentale, c'est que nous avions été fabriqués par et dans l'esclavage. Et que ceci nous avait donné une culture particulière, les rapports entre hommes et femmes, la question des divisions de la couleur de la peau, enfin toute une série de choses, mais il y avait quelque chose qui nous a beaucoup marqué, c'est le fait que nous n'étions pas affiliés à nos parents, que nous avions des familles qui étaient très courtes. Et un groupe humain qui n'est pas affilié à ses parents dysfonctionne C'est clair. considérablement. Il est en pleine errance identitaire, Mm. Vous pensez que chez nous, ce problème est majeur. récurrent, il est majeur? Il est majeur parce que D'accord. si je vous dis, est-ce que vous êtes capable de raconter à votre fille l'histoire de votre famille depuis la mise en esclavage de votre parent, la naissance de... Vous n'êtes pas capable. Alors, les archives départementales existent tout de même à Fort-de-France. Est-ce que, et j'imagine en Guadeloupe et ailleurs, est-ce qu'on peut retracer d'aussi loin ou Alors, pas du vous tout? voyez, votre question est très très importante. Mhm. Elle montre qu'en fait, pour l'immensité des personnes, en tout cas en 98, lorsqu'on a commencé à réfléchir à cela dans les années 93-94, nous savions que nous étions comme un groupe des hommes et des femmes ayant un Alzheimer sociétal, sans mémoire, D'accord. sans affiliation. C'est grave, ce mot est Il n'y a que des lourd chiens. de Vous sens. savez, les autres animaux ne s'affilient pas. Les chiens, les fourmis, les moustiques, les bœufs ne s'affilient pas parce que pour une raison très simple, ils n'ont pas la capacité biologique de le faire, ils n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas cette capacité mémorielle. Mhm. D'accord? Nous sommes des humains. C'est ça. Et ce qui caractérise les sociétés humaines, les humains, c'est qu'ils sont capables de se mémoriser, ils savent qu'ils vont mourir. Ils ont la mémoire et l'angoisse de la mort. Donc, il y a toute une série de rites qui sont fabriqués, entre autres les rites par rapport aux morts et aussi l'affiliation par rapport à la famille, par rapport aux ancêtres. Il y a des sociétés africaines, par exemple, ont des rituels extrêmement précis sur la question des ancêtres dans toutes les sociétés humaines. Mhm. Et ce qui est relié au fait que ce qu'on appelle civilisation, c'est le fait qu'un groupe d'une génération va transmettre à une autre génération. Mais si vous n'êtes pas affilié, si vous considérez que hier est un imbécile et que demain est un idiot, c'est un proverbe de chez nous, c'est pour vous montrer la lourdeur du problème, vous vous trouvez dans une situation non civilisationnelle, quant au fond, où l'humanité est en grande difficulté. Nous avons donc décidé, à partir de cette observation, déjà d'arrêter de commémorer les abolitions de l'esclavage, comme si nous étions nés en 1848. Puisque le gouvernement, nous, les élus, enfin, de façon générale, nous honorions notre point de départ 1848. Oui, bien sûr. Victor Schœlcher, etc., etc., etc. Mais jamais nous n'honorions nos parents. Et le point de départ de tout ça, ça a été la nécessité de nourrir ses parents. Mais nous avions un problème. C'est la honte que cette histoire, qui pèse sur cette histoire et donc sur nous. La honte qui vient de plein de choses. Hein. La honte qui vient chez le paysan, que celui qui n'est pas paysan va considérer comme un vieux nègre, etc., etc. Alors, juger l'esclave, on est très loin de tout ça. Donc la honte est quelque chose de très fort dans notre société. Et donc, il fallait trouver, lorsqu'on s'est dit,
qu'il fallait absolument inverser cette honte qui pesait sur cette histoire, qui pesait sur les personnes qui ont vécu en esclavage, nos aïeux. Nous avons donc, à partir de là, développé, à partir de 1998, une stratégie pour combattre la honte. Cette stratégie, on va dire globalement, elle a considéré à faire une première expérience, qui est la marche du 23 mai 1998, qui a été une sorte de Big Bang mémoriel. C'est-à-dire, les gens, il y avait ceux qui voulaient défiler pour les nègres marrons, d'autres pour les combattants, d'autres pour Schellcher, d'autres pour, je ne sais, pour toutes sortes de choses. Et lorsque nous avons posé aux personnes, un jour, le point de départ, c'était le 23 janvier 1998, dans cette assemblée qu'on avait réunie, personne ne nous connaissait, nous étions un petit groupe, on avait cette réflexion. Tout le monde, vous imaginez le chahut qu'il peut avoir sur les questions identitaires, sur tout ça. Et on a posé la question suivante. Quand, où, comment avons-nous honoré la mémoire de nos parents qui ont souffert de l'esclavage? À ce moment-là, le brouhaha, personne n'a pu répondre à cette question. Et nous leur avons dit que ceux qui aiment les nègres marrons commémorent les nègres marrons, que ceux qui aiment les Africains commémorent les Africains, que ceux qui aiment Schellcher, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a un jour où tous nous devons nous retrouver pour honorer la mémoire de nos parents. Et cette idée a ramené 40 000 personnes dans les rues de Paris, silencieusement. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas dans une démarche d'attaque du gouvernement, des Blancs, de revendication. Non, nous étions dans une démarche vers nous-mêmes, une réconciliation avec nous-mêmes. C'est pour ça que la marche était silencieuse. Elle était une marche méditative, lentement, mais sûrement vers eux. Et à partir de ça, on a dit qu'il faut réellement développer un travail de mémoire. Et puis, nous avons fait un énorme travail de réflexion sur nous. C'est mon épouse Viviane Romana qui a développé ça. 600 séances de groupe de parole. 600 séances de groupe de parole en 10 ans. Est-ce qu'ils se sont déroulés où? En région parisienne. En région parisienne. Et puis, sur nous, la question de la division sur la couleur de la peau, la violence dans nos familles. Le colorisme, ce fameux le colorisme, l'estime de soi, la question des hommes qui sont souvent des fils et qui ont des difficultés à être des pères. Donc la reconnaissance des enfants. Oui, qu'on retrouve souvent dans les sociétés post-esclavagistes. Donc et le problème, c'est qu'on c'était pas des réunions avec des grandes envolées d'intellectuels. C'est les gens qui discutaient, qui racontaient leurs histoires. Et comme ils voyaient qu'ils racontaient la même histoire, ils se sont dit, mais il y a un système qui a produit ça, donc il y a une origine à ça. Donc la question de l'esclavage n'est pas venue comme une question politique. Elle est venue comme une matrice de sens de ce que nous sommes. C'est sur ça qu'on a travaillé. D'accord. Parallèlement, on a fait en sorte qu'on a décidé qu'on commémorait avant tout la mémoire de nos parents. Et nous avons instauré, personne ne nous a dit de commémorer à telle date. Nous avons inventé notre date qui correspondait à la marche du 23 mai. Le 23 mai. Nous nous sommes battus jusqu'au point où j'ai été obligé de faire en 2017 une grève de la faim sur cette question, devant le Sénat, dans le froid, pour que les gens puissent entendre ce qu'on avait à dire. C'était pas une pression pour qu'ils puissent adopter ce jour-là comme jour national, c'était qu'ils entendent nos arguments. Aujourd'hui, eh bien, dans la loi française, la République doit, le 23 mai, honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est devenu une journée nationale. Pour vous, est-ce que c'est une forme de justice symbolique? C'est une justice symbolique, c'est une réparation symbolique, c'est un respect fondamental. C'est un respect fondamental. Et alors on a fait aussi une université populaire parce que vous ne pouvez pas faire un travail de mémoire si vous n'avez pas un travail d'histoire extrêmement rigoureux. Parce que sinon, on a des mythes qui arrivent, des éléments de briques et de broc qu'on prend, et puis bon, c'est pas tout ça, c'est pas stable, et puis un jour ça s'écroule parce que ça repose pas sur les données réelles historiques. Et à côté de ça, il se trouve qu'en 2006, on a appris qu'il existait dans les archives des registres. On a appris qu'il avait existé une nomination. On ne savait pas l'origine de nos noms. Regardez le temps qui s'est passé. Tout ce temps qui s'est passé. En 2006, on ne savait toujours pas comment nous étions nommés. Nos parents nous racontaient soit ne nous racontaient rien, soit on ne se posait même pas la question. Et lorsqu'on posait la question, ils nous racontaient des histoires pas possibles.
Et Oui. donc, On en a entendu, hein, notamment, alors on ne va pas aller très loin, mon nom de jeune fille, c'est Orageux. Alors on m'a raconté que mon ancêtre était une espèce de... Il explosait et c'était pas quelqu'un, et donc le maître un jour lui a dit, viens, aujourd'hui, à partir de non, maintenant, tu alors, t'appelles Orageux. premièrement, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. On est C'est d'accord, je l'ai su après. bien sûr, en 1848, comme ils devenaient citoyens, il a fallu Mhm. les nommer, etc., C'est ça, etc. oui. Mais juste avant de venir là-dessus, il y a une autre dimension qui a été extrêmement importante. Mhm. Nous sommes une population chrétienne Oui. dans notre immensité. Et il y a une question qui a été posée aux chrétiens. Comment se fait-il que vous honorez le Christ sur la croix, qui a dit « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites ». Et comment se fait-il que vous, chrétiens, vous n'honorez pas la mémoire de vos parents qui ont souffert de l'esclavage? Il y a un truc qui ne va pas. Cette question a été posée dans les 600, lors des 600 sessions, Entre autres, entre autres. mais oui, parce qu'il y avait des stations sur l'église, sur tout ça, etc., Pour etc. situer un petit peu, savoir qui a répondu. Absolument. Et Mhm. c'est surtout, ça a été posé devant les responsables de l'aumônerie anti-Guyane D'accord, à l'époque. oui. Et les chrétiens, et je dis bien les chrétiens, parce que ça a d'abord été les catholiques, mais nous avons vu, nous avons travaillé aussi avec les adventistes, on a travaillé avec les évangéliques, Mhm. et l'ensemble des chrétiens à cette question répondaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le fait qu'ils n'honoraient pas leurs parents. Ce d'autant plus que, pourtant je ne suis pas un grand, mais je connais, j'en parlais tout à l'heure, il existe le seul commandement de Dieu qui est assorti à une promesse, c'est le 4e, honore ton père et ta mère. Absolument. Donc vous voyez C'est que ça. pour toute Afin une que tes série de jours soient raisons, prolongés, hein, c'est ça. donc pour toute une série de raisons Mhm. d'ordre sociologique, d'ordre psychologique, d'ordre historique, d'ordre anthropologique et d'ordre religieuse, Oui. il s'est créé dans la communauté antillaise un mouvement très fort. Et c'est cette force qui nous a permis de tenir et de petit à petit comprendre qu'il fallait aller dans les archives, trouver le nom de nos parents. Mais comme il fallait combattre la honte, il fallait mettre ces noms en valeur. Mhm. Nous l'avons mis dans des livres. Pour la Martinique, ça s'appelle Non-nous. La Guadeloupe, Non en nous. Nous avons mis sur un site internet qu'on appelle Enchoucage. Chouk, souche, ça veut dire racine. Mhm. Donc, enchoucage, Oui. enracinement. Mhm. Vous tapez votre nom et vous trouvez le nom de vos aïeux. Nous les avons mis sur une grande, sur 300 panneaux par ville, par commune, par ordre alphabétique. C'était donc le mémorial des noms de l'abolition. Donc les gens ont découvert, on a vu comment c'était bon pour les gens. Ils découvraient le nom. La première fois en 2008, lorsqu'on a inauguré ce mémorial, ces panneaux, j'ai vu des gens rire et pleurer en même temps Mhm. devant le nom de leurs aïeux. Donc on savait qu'on Oui. faisait du bien, on nous faisait du bien. Une petite Je vous en question, prie. professeur Romana, juste, et c'est très important. Tout à l'heure, je parlais de mon nom de jeune fille. Alors, beaucoup d'entre vous, chers téléspectateurs, les Itata qui nous regardent, j'imagine, vont confirmer, ou infirmer, est-ce que vous pouvez aujourd'hui en finir avec cette fameuse histoire de nommer selon le caractère? Est-ce qu'on nommait les esclaves en fonction... Donc, vous avez Orageux, mais vous avez aussi d'autres noms d'esclaves qui ont été donnés en fonction du tempérament ou du Non, caractère alors, de l'esclave en question. Écoutez, pour combien, alors il faudrait vraiment avoir beaucoup de qualificatifs fins pour désigner le caractère. Mhm. Parce qu'on a nommé... Ah, on a des sacrés noms hein, de famille chez nous. Hein? Non, mais on a nommé 73 000 personnes, Oui. à peu près. D'accord? Donc vous voyez 73 000 caractéristiques, c'est un peu Oui, des bizarre, adjectifs d'accord? qualificatifs. C'est quand même particulier. Oui. Alors non, dans l'immensité des cas, alors comment ça s'est passé? D'abord, ce n'est pas les propriétaires, les maîtres qui faisaient ça, c'était les officiers d'état civil, qui étaient probablement avant propriétaires ou pas. Enfin bref, c'était des officiers d'état civil. Ça s'est fait en République. Oui. Bon, en tout cas au début. Bien. Et donc, imaginez qu'un maire a nommé 100 personnes aujourd'hui, comme ça pendant 1 an. Mhm. Et ils ont été nommés selon le principe en fait des orphelins, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, à la différence de ce qui existe aux États-Unis, nommer du nom de quelqu'un qui existe déjà. Déjà, Donc il d'accord. faut inventer un nom. D'accord. C'est pour ça que nous avons une palette de noms extrêmement large, beaucoup plus large que dans d'autres pays, Mm. parce qu'il fallait nommer. Bien. Donc il faut nommer. Alors, dans l'immensité des cas, il y a eu beaucoup de noms
basés sur des prénoms, à partir de prénoms, par exemple, Thuram, c'est Mathurin. Féjos, c'est Joseph. Rilsi, c'est Cyril. Pèlerin, ben, c'est Nénirolep. Il y a d'autres noms qui sont des noms de fruits, de fleurs, voilà, enfin, bref. Vous avez beaucoup de noms d'antiquité, Virgile, vous avez Homère, vous avez Gordien, vous avez différents types de noms. Alors, vous avez d'autres noms aussi, vous avez Glissant, alors c'est peut-être lié à un problème de glisser, Césaire, c'est César, Césaire, c'est César, vous voyez, par exemple, vous voyez, Chamoiseau, est-ce que c'est l'oiseau de Cham? J'en sais trop rien, d'accord. Vous avez donc Fanon, je ne sais pas. Il y a bien eu donc des digressions qui ont été faites. Il y a des anagrammes aussi. C'est ça, des anagrammes, exactement. exactement. Beaucoup d'anagrammes. Parce que, imaginez-vous, on vous donne 100 personnes à nommer, il faudra bien que vous puissiez les nommer. Mais même, et vous n'avez pas le droit de nommer ces personnes avec un nom qui existe. Donc, vous êtes bien obligé de trouver des façons. Par exemple, Romana. Romana. Il y a 5 familles Romana différentes en Guadeloupe et en Martinique. D'accord. Il y en a 2 en Martinique, il y en a 3 en Guadeloupe. Vous avez au François l'esclave romain venu d'Afrique, il a été nommé Romana. On comprend pourquoi. Oui, la famille Romain aussi en Martinique, dont je connais quelques membres. Bon. Oui. Vous avez une fille qui s'appelle Romaine à Saint-Pierre qui a été nommée Romana. On comprend. Romaine, Romana, c'est la femme. Bon. En Guadeloupe, vous avez une Romaine à Saint-Claude qui a été nommée Romana. Et à Petit Canal, vous avez Florine, dite la misère, qui a été nommée Romana. Ah. Alors pourquoi Romana? Eh bien, l'idée que je me fais, c'est que Florine, c'est la forme féminine de florin. Or, le florin est une monnaie italienne. Vous voyez ce genre de choses? Vous avez par exemple, alors moi la mienne, mon aïeul s'appelle Juliette. Mon arrière-grand-mère s'appelle Juliette. Matricule 5322. Elle a été nommée Romana. Alors je me suis longtemps posé la question, mais Romana, mais quel est le rapport entre Juliette et Romana? Vous êtes d'accord? C'est bizarre. Parce que c'est lié souvent, ce genre de choses, à des noms romains, d'antiquité, etc. Les mecs, c'était des érudits, hein. Vraiment, je vous assure. Et donc maintenant, je me suis fait mon film. Mon film, il est simple. Juliette, c'est la forme féminine de Jules. Quel est le Jules le plus connu que vous connaissez? Oui, Jules César. C'était un? Oui, l'empereur. Oui, le Romain. C'était un Romain. C'est ça. D'accord? Donc Romana. Juliette, Romana. Oui. Donc vous voyez, vous avez une infinité. Alors vous avez des noms foutage de gueule. Vous avez 3 gars qui sont arrivés à un moment, 3 gars qui sont arrivés, qu'on a nommés Vapeur, Zodi, et je sais pas quoi. Alors que le mec, mais sur, je sais pas, les 4000 personnes des abîmes, j'en ai trouvé 3 comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils avaient fait, quel est le problème, puisque là, bon. Mais vous trouvez des noms aussi foutage de gueule en France, mais partout sur Terre. C'est ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, quand je vous disais que les noms parfois étaient attribués par rapport au tempérament. Mais par exemple, je vous donne un cas. Vous avez par exemple... Donc si ça se trouve, je m'appelle Orageux parce que... Peut-être, voilà, non, mais peut-être que ce jour-là, ce moment-là, il y avait l'orage. J'en sais rien. Ou peut-être, il faut voir aussi des fois, mais peut-être ça, c'est peut-être... Donc ça veut dire peut-être que c'était quelqu'un qui était peut-être que c'était un nègre marron qui revenait. Ah, ça me plaît par contre. Vous voyez ce que vous venez de dire? C'est très intéressant. Votre réaction est magnifique. C'est-à-dire, la réaction, c'est que, et comme tout peuple, nous cherchons à ce que notre origine, on soit fier de notre origine. Vous voyez? Et donc, c'est quand même embêtant de dire qu'on est né dans la servilité. Donc, il faut qu'on trouve une façon d'être fier. Bien sûr. Eh bien, nous disons la chose suivante. Et c'est ça, donc vous avez opposé la fierté à la honte dont vous parlez. Voilà. Et donc, c'est d'où l'idée des monuments. C'est d'où l'idée C'est comme ça que petit à petit est née l'idée du mémorial qu'on a présenté en 2016. Sur cette base, les associations en Guyane, à la Martinique et puis à la Réunion se sont jointes à nous, parce qu'elles avaient fait le travail aussi. Donc, ça a été un projet commun. Ce projet commun, on a continué à le travailler, puisqu'il y a des villes pour lesquelles on n'avait pas de registre. Donc, on les a reconstituées. En gros, c'est un travail de 30 ans. Il faut comprendre que vous avez des personnes à qui on n'avait rien demandé, mais qui cherchaient leur identité et qui n'ont pas été dans des mythes, qui ont été dans les archives, qui ont trouvé leurs parents, et en trouvant leurs parents, ont décidé d'honorer leurs parents. Et surtout, je pense que ça c'est très très important,
les honorer, les monuments, tout ça, etc. Mais l'histoire n'est pas finie là. Je parle beaucoup, hein. Ah non, mais c'est formidable. Bon, d'accord. Écoutez, on vous écoute Alors, avec beaucoup de passion. l'histoire n'est pas finie. Oui, dites-nous. L'histoire n'est pas du tout finie. Inverser la honte pour faire quoi? Mais pour construire nos histoires familiales. Parce que c'est lorsque nous allons construire nos histoires familiales qui partent, et qui sont très complexes, hein, vous allez trouver des maîtres, des esclaves, ce que vous voulez, etc. là-dedans, que nous aurons une mémoire familiale de cette terrible histoire, que nous pourrons avoir une mémoire collective faite de ces différentes mémoires familiales, qui ne se basera pas, cette mémoire familiale, sur des idées, sur des briques et de brocs, d'idées de l'esclavage, etc., mais qui se basera sur la réalité, ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que nous découvrirons? Nous découvrirons que vous êtes, vous aussi, vous êtes devant nous, debout. D'accord? Oui. Vous êtes la descendante de personnes qui ont vécu l'horreur, mais qui ont tenu. Et c'est ce que vous avez en vous. Malgré l'esclavage, malgré le fracas de l'estime de soi, malgré des vies très difficiles, où des femmes se sont retrouvées à être les gardiennes des familles, parce que les hommes étaient humiliés plus que tout, exclus en fait Absolument. de beaucoup de choses, eh bien, ce groupe humain a tenu. Et il porte en lui une humanité extraordinaire. Et c'est ça qui est important. Monsieur Romana, vous soulevez un champ rempli d'émotions là. Ce que vous dites est tellement vrai et tellement crucial pour la personne que nous sommes aujourd'hui, mais ça parle de nous, qui nous sommes pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Ce monument dira beaucoup de choses de ce que nous sommes. Exactement. Et, ça il témoignera à la terre. Absolument. Et ce que vous dites est très, très, très fort parce que j'ai vu, moi, ce monument transformer des gens, des conseillers de ministres, des ministres. J'ai vu ce monument transformer des hauts fonctionnaires. Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est parce que j'avais la tête plongée dedans. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce qui les frappait, c'est que des descendants avaient été chercher leurs parents, loin. Les avaient ramenés de la boue, les avaient mis à la lumière. Et que ça, c'était profondément humain. Absolument. C'est l'humanité qui était là. Et c'est ce qui les touchait. Oui. Et là, vous voyez, je suis venu en Martinique, j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise. Parce qu'il y a 1,5 million à 2 millions de mécénat à trouver. L'État fait son travail, et puis le monde, les gens peuvent... Bon, et les chefs d'entreprise, le tissu économique, eh bien, j'ai vu des chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, békés, indiens, nègres, tout qualité genre de monde, bref, parce que c'est nous qui mettons, c'est l'histoire. Je les ai vus extrêmement enthousiastes pour ça. Et je me suis dit, vous voyez, nos aïeux sont en train de nous réunir. Et ils vont réunir les Martiniquais, parce que c'est leurs noms qui vont être là. Ils vont réunir des personnes qui sont... De toute façon, tout le monde est lié à cette histoire, donc ils vont réunir les gens. Ils vont réunir des Guadeloupéens, des Guyanais, des Réunionnais, déjà à l'intérieur, puis entre eux. Et ce monument Trocadéro va être un témoignage puissant de ce que nous sommes, va être une visibilité énorme de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion. Une visibilité de chacune des communes, parce que les noms, comment vont-ils être représentés? C'était une question que j'avais, donc je vous en prie. Ils vont être représentés par pays. D'accord. Chaque pays aura une couleur, et par commune et par ordre alphabétique. C'est-à-dire, la ville de Fort-de-France sera vue par des millions de personnes. Celle du François, Saint-Esprit, Gros-Morne, Trocha, qui est aujourd'hui du Cos, etc., etc., le Diamant. Ces villes seront connues parce qu'elles seront Trocadéro. Celle du Moule, de Pointe-à-Pitre, de Saint-Denis à La Réunion, de Saint-Laurent à la Guyane, de Cayenne, de Saint-Martin, parce qu'on a reconstitué pour Saint-Martin. Cette histoire et cette mémoire sera connue dans ce jardin mémoriel, qui sera en fait un lieu de méditation, de
de méditation, de recueillement, mais aussi d'histoire, puisqu'il y aura des bornes historiques. Donc, alors je vous remercie, hein. Je vous remercie parce que vous me permettez de le présenter, de présenter aux Martiniquais ce travail qui est devenu un projet présidentiel, mais qui au départ est un projet, si je dois parler un projet donc, de la communauté antillaise là-bas, je dirais c'est un projet des enfants de la canne à sucre et de la banane, c'est-à-dire ceux qui sont venus là-bas avec le Bumidum et qui ont voulu en fait dire j'existe et qui ont existé par rapport à leur histoire et qui vont mettre leur visibilité par l'intermédiaire de leurs aïeux. C'est pas magnifique ça? Absolument. C'est fantastique. Je veux dire, alors, avant de passer à M. Fonsa, juste une petite question. C'est embêtant parce que dans un instant, M. Fonsa aura l'occasion de donner aussi ses éclaircissements. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Monsieur Romana? Vous en parlez avec une telle passion qui est absolument communicante. Du coup, je pense que les Itata seront d'accord avec moi. On a envie aussi, nous, tout de suite, d'aller sur le site que vous aviez, que je vais vous demander de répéter dans un instant. Mais plus de 25 ans de lutte mémorielle, aujourd'hui, bientôt, qui seront concrétisés dans, peut-être question futile, mais dans la pierre ou dans le... ça va être dans de la pierre de lave. Waouh, donc les noms inscrits dans la pierre. Dans la pierre de lave. Oui. Pierre de gravé. Gravé. Absolument. C'est ça. Ça représente par famille. Quoi? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas, par exemple, s'il y a trois Romana, il n'y aura pas du moule, il n'y aura pas Romana un tel, il y aura Romana et la famille va être reconstituée. Waouh! Les prénoms seront ensemble sous le nom. Sous le nom. Exactement. On reconstruit les familles. Mais c'est un travail immense. Comment vous avez pu retrouver, vous m'avez parlé vous avez retrouvé mais au-delà de ça, de ce que est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait au-delà des registres que vous avez retrouvés? Parce que on parle de beaucoup de noms, là. On parle de milliers, de centaines de milliers de noms. De 215 000 noms. 215 000. Ça correspond à des 215 000 noms. 1000 noms. Oui, 215 000 noms. Ça correspond à des centaines de milliers d'heures de travail. Si je prends l'ensemble des associations qui travaillent là-dessus, les gens qui font ça sont des gens spéciaux. Il faut de la résilience, dis donc. C'est des gens spéciaux. Passionnés. Il faut comprendre que lorsque vous prenez un nom sur donc, les registres des nouveaux livres et que vous le tapez sur le tableau Excel, vous savez là, en faisant ça, que vous prenez quelqu'un qui était dans l'oubli et vous savez que vous le mettez sur une allée de la reconnaissance. Oui. Chaque nom que l'on prend, on le prend comme ça. Et vous avez des gens, par exemple, qui ne sont pas nommés. Alors là, il y a des gens qui n'ont pas été nommés après 48, ils n'ont pas eu le temps d'être nommés, ils sont morts avant. Donc, il n'y a pas de nom à mettre. Mais vous savez, malgré ça, on les met quand même sur le tableau Excel parce qu'on sait que ce sont des gens qui sont là. Mais s'ils n'ont pas de nom, vous faites... Non, mais ils ne vont pas être sur ils vont pas être gravés. Mais sur notre tableau Excel, on ne peut pas ne pas les mettre. C'est pour vous dire quel est le rapport que l'on a avec ça. D'accord. Ce sont des personnes. Et vous me dites qu'est-ce que ça me fait? Ben, vous savez, je me dis, mes aïeux qui ont vécu en esclavage, jamais ils auraient imaginé qu'ils auraient une telle visibilité. Et vous voyez, je suis venu en Martinique, je ne connaissais pas M. Fonsa, il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, mais je sais maintenant qu'ils sont, et ce sont mes frères et mes sœurs, par ces gens-là. D'accord. Ce n'est pas quelque chose de religieux, hein. Je ne sais pas comment vous dire, je sais qu'il y a quelque chose entre nous. Il y a un lien, forcément, comme vous disiez, on est tous La issus de la plantation. Ouais, c'est voilà. ça. Alors, c'est l'habitation. Alors, Monsieur Fonsa, vous vouliez intervenir? Oui, non, mais deux choses. En tant que lui, c'est un sociologue, anthropologue, médecin, généticien. Donc, quand il parle, on sent le scientifique, le médecin, qui a su utiliser sa formation, si vous voulez, de généticien pour remonter l'histoire. Ça s'appelle la remontée de l'histoire. Oui. Mais il faut que les gens comprennent bien Martinique, parce que c'est important pour nous, puisque au moment où en Martinique, tout le monde parle de notre genèse, si vous voulez, de l'Afrique. Bon, ça c'est un peu notre histoire, dans la mesure où, si vous voulez, les pères de notre conscience
était la négritude. Donc, on s'est cantonné à la négritude. On s'est cantonné à la négritude. Je n'ai rien contre la négritude, on s'est cantonné à la négritude. Bon. Mais aujourd'hui, la négritude doit nous permettre de remonter l'histoire. D'accord? Et il faut faire trois choses. C'est 48, alors en fois 48, c'est 32 les premiers livres voilà, qui en ont des noms. Entre 36, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... première vague. Il y a eu la grande vague parce que pour que les gens puissent comprendre. Vous avez en fait, dans la société esclavagiste, vous avez donc des esclaves, mais vous avez donc une sorte de soupape de sécurité. Pas de sécurité, il y a une soupape, c'est-à-dire il y a des gens qui vont être affranchis. Oui. La plupart des affranchis sont des personnes claires de peau. On appelle les libres de couleur. Et voilà, alors, Ce qu'on appelle des mulâtres aujourd'hui. Il y a des mulâtres, mais il y a aussi des nègres qui sont affranchis. Bon. Souvent, ce sont, au tout début, ce sont soit les maîtresses des maîtres avec qui ils ont eu des enfants, et donc ils vont affranchir. D'accord? Ça va être des gens qui ont rendu des bons services. C'est marqué comme ça. Oui. C'est marqué affranchi pour bon service. Pour bon service. D'accord? Donc il y a toute une série de personnes, et jusqu'à 1838, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas l'obligation qu'ils aient un nom de famille. Donc il y a eu un décret qui a fait qu'en 1833, sans rentrer dans trop de détails, il y a eu un nombre considérable de personnes qui sont rentrées en fait, dans l'état civil. Parce qu'en fait, lorsque vous n'étiez pas, si vous n'étiez pas libre, vous n'étiez pas dans l'état civil. Vous n'existiez pas de façon civile. Un petit point. Oui, important, parce que c'est important. En 1932, Louis-Philippe décide de créer les communes. Et à partir du moment où on met en place ces communes, c'est-à-dire on met en place effectivement toute la structure administrative des communes. Et les libres de couleur chez nous, ça s'appelle libres de savane, etc. L'exemple, c'est Bicêtre. Bicêtre, qui est la petite fille, le petit cousin de Joséphine de Beauharnais, d'accord? Puisque son grand-père, c'était M. de la Pagerie, qui, avec ses amis, d'accord, crée un petit document demandant les mêmes droits les mêmes droits que les colons. Oui. Il est enfermé, il est condamné. 1822. Ouais, il est condamné, fleur de lys, etc., la galère, etc. Donc, là naît l'idée de l'égalité, si vous voulez, entre les libres de couleur, les nègres de savane, et les colons. C'est là que cette idée. Mais cette idée, elle existe juridiquement, administrativement, historiquement, mais elle existe aussi dans la population. Il y a M. Ayotte, qui a fait un livre qui s'appelle « Les gens de couleur libres à Fort-de-France ». Il donne tous les noms, leurs activités, etc. Mais ces gens-là, ils ont des activités sur des artisans, des maçons, etc., mais ils n'ont pas de visibilité juridique ni administrative. D'accord? Et ils sont très nombreux. En 1848, ils sont 30 000 en Martinique. C'est énorme. C'est énorme. Et dans la tête de l'administration coloniale et des colons, il ne faut pas que ces gens de couleur libre, entre parenthèses, les esclaves se rejoignent pour que ça donne Haïti. C'est ça leur tête. Et donc, il y a cette pression, et on voit ça, la révolte du Carbet, la révolte de Grand-Tasse-Lorrain, etc. C'est ça. Oui. C'est ça. Et ne voit-il pas que ce monsieur dit, bon voilà, on met en place ça. Et quand on prend les registres, puisqu'aujourd'hui on a les noms, on a tous les noms des gens qui, entre 1932 et 1848, ont obtenu leur liberté, indépendamment de l'abolition de 1948, et qui sont là, qui vivent, et qui peuvent voter. C'était censitaire. Il y avait 6 000 qui pouvaient voter, il y a 1 700 qui ont voté. On a retrouvé les chiffres, etc. Donc, ils existent là. Et c'est une pression sociale et politique sur la société esclavagiste qui est très importante. Et lorsqu'en 1948, l'abolition est décrétée, les sélections de la Martinique, en Guadeloupe, effectivement, il y a un mouvement, si vous voulez, extraordinaire, exponentiel, si vous voulez, d'une masse Martinique, pratiquement 70 000, 100 000 personnes qui rentrent, si vous voulez, qui deviennent, je dirais, des citoyens colonisés. Qui deviennent citoyens colonisés. Qui peuvent voter. Qui peuvent voter. Même s'ils ne peuvent pas voter, ce n'est pas grave. Mais qui peuvent voter. C'est-à-dire qui ont accès, si vous voulez, au départ de leur niveau culturel, etc. Ce n'est pas un problème. Mais qui peuvent voter. Donc, ils investissent le champ politique, social, culturel, de manière ou d'une autre, à leur manière, etc. OK? Ça, c'est vrai. Mais c'est cette arrêté-là. Une fois
qu'on a pu voter, etc., plus ou moins, etc., c'est pas ça le problème, c'est s'arrêter là. Et les élites de l'époque ont été très chéristes, c'est-à-dire, une fois, ceci, c'est réglé. Mais dans la tête de nos ascendants, rien n'est réglé, dans la mesure, chaque fois qu'il y a un incident, quelque chose, c'est un vieil là, c'est ainsi, là. Donc, si vous voulez, l'histoire, nous, les historiens ou l'histoire, n'a pas pu poser les vrais problèmes, les problèmes de nos aïeux. Comment on a été constitué. Je fais des émissions à la radio, il y a un gars qui découvre que son aïeul était propriétaire d'esclaves. Je lui dis, mais c'est pas grave. C'était le seul mode de production qui existait. Il était patronaux, il avait 5 esclaves qui louaient. Il m'a dit, c'est pas grave. Ou papa dit, tu peux pas. Oui, il m'a dit, c'est pas une salope, c'était ça. Qui m'a dit, on peut oublier le bout de salope. Oui, mais bon, on peut comprendre quand même que découvrir une telle... Non, parce que dans notre Monsieur tête... Fonsa, Non, parce que dans notre tête, on ne se met pas dans l'époque historique, comment ça fonctionnait. Est-ce qu'aujourd'hui, je comprends ce que vous dites, mais aujourd'hui, notre position aujourd'hui en tant que descendant justement d'esclavagisés, Oui. est-ce qu'on peut justifier ça? Non, parce que l'esclave, c'est pas un nom, c'est un statut. C'est-à-dire, les gens ont des statuts. Alors, justement, j'ai une question. Comment vous expliquez que le travail du professeur Romana et toutes les personnes, son épouse, etc., qui l'accompagnent, que ça ait pris autant d'années, 170 ans après l'abolition de l'esclavage? Pourquoi ça a pris autant de temps? Non, pour des raisons politiques. C'est-à-dire, les élites qui ont fait de la politique en Martinique, je parle de la Martinique, la négritude ou tous les partis, le mouvement communiste, etc., ils ont une lecture très occidentale de l'histoire. C'est tout. Moi, je suis historien de l'histoire. C'est-à-dire, la démarche n'a pas été introspective, elle a été de l'application de ce que nous avons lu, nous avons étudié sur la société martiniquaise. D'accord? C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez vu les réclamations de nouvelle jeunesse, qui est l'africanisme ou l'africanité, etc. Ils sont perdus entre nous qui avons dû la lutte des classes ça, etc., et qui disent non, d'après, ça c'est bien. Vous, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et donc, résultat, la réponse qu'ils ont apportée, eux, et puis évidemment, l'association qui s'appelait la Recherche des familles en Martinique, monsieur. La Marissa. La Marissa, ils ont nous apporté des réponses, moi j'ai un peu haute, des réponses que nous aurions dû commencer par là. Parce qu'aujourd'hui, sur une base de données qu'on pourra trouver, base de données, on a tous les noms des libres entre telle époque et telle époque. Ensuite, le nom de tous ceux qui ont été esclavagisés en 1948. On a tous les noms par commune, etc. Alors, la seule chose, je dirais pour terminer, il faudrait que les collectivités, les maires, c'est ma réponse, il faudrait que les maires mettent en place un espèce d'espace aménagé, bel espace, pas bien, pas bien, et pour que les Martiniquais, par commune, retrouvent leur nom. Vous empiétez sur ma question de la tribune digitale, justement. Tout de suite, la tribune digitale, cher Zitata, on y arrive. Alors, en fait, la tribune digitale, c'est pour vous, professeur Romana, que je vous explique. Alors, ce sont, quand je lance le sujet sur nos réseaux sociaux, on a des interventions. Alors, les gens posent des questions en privé et j'en ai énormément pour vous. C'est excellent. Oui, on n'aura pas beaucoup de temps. J'essaierai de vous donner les meilleurs. Alors, la première, un petit peu piquante. On en a assez, dit cette personne, avec ses pleurnicheries sur l'esclavage. Il faut regarder vers l'avant et cesser de rabâcher le passé. Que dites-vous de ça? Je pense que cette personne devrait dire à l'éducation nationale française et de tous les pays du monde d'arrêter de faire l'histoire. Oui. C'est ça que je lui réponds. Très bien. Et vous, monsieur Fonsa, en tant qu'historien? On ne pleurniche pas. Ceux qui pleurnichent, c'est ceux qui pensent que l'histoire n'existe pas. Or, nous sommes fils et filles de l'histoire, donc on peut... Alors, évidemment, c'est l'interprétation émotionnelle de l'histoire, si vous voulez, pas des couches sociales, etc. Mais en fait, nous sommes fils de l'histoire et rien ne va effacer ça. Vous avez mes grands-parents qui sont sortis, mes aïeux sont sortis de Vauclin, j'ai retrouvé qu'il n'y a plus de Vauclin. Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, ceux qui m'ont donné moi, mes petits-enfants, etc. Donc, je ne pourrais pas effacer ça. On ne pourra pas effacer ça. Donc, ceux qui disent qu'on pleurniche, non, pleurniche, ça veut dire quoi? Ils pensent qu'en disant, ouais, les autres cas, c'est comme disait mon père,
ouais, votre histoire d'esclavage, etc. Mais même si lui me disait que son grand-père, son père était esclave, ben, etc., vous n'avez pas avancé. Et C'est ça, quand je c'est lui ai ça. dit, mais papa, tu m'as dit que ton père était esclave. Ah oui, 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 effectivement, dans les tonneaux de clous, etc., mon papa m'a raconté comment ça s'est passé. Je dis, eh ben, et tu es là aujourd'hui, tu nous as fait aujourd'hui. Et grâce à toi, aujourd'hui, j'ai fait des études d'histoire pour te répondre aujourd'hui comment ça se passe. Bon, c'est la question de la honte qui est posée. Mais c'est C'est ça, tout. tout à fait. C'est là où je voulais en venir avec vous quand je l'ai Mais est-ce que trouvé. c'est seulement la honte? La honte est très forte là-dedans. Oui. C'est-à-dire, Il y a la lorsqu'on honte. a honte, on ne veut pas voir ça. Oui, mais il y a la honte, mais il y a aussi la démarche intellectuelle qu'on ne veut pas faire sous prétexte Mais c'est pourquoi. qu'on remue. Oui, mais pourquoi? Oui, Oui, alors est-ce que jouer la politique de l'autruche comme ça, parce que c'est quand même, je l'ai retrouvé beaucoup de fois, hein, cette remarque, c'est une forme de déni du passé, mais aussi la personne, elle dit, pour avancer, ce que vous disiez tout à l'heure, que votre père disait, il faut arrêter de regarder derrière, arrêter de rabâcher, rabâcher, esclave, 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 et sortir un peu la tête de tout ça. Mais vous savez, je vais vous raconter une toute petite histoire. Les Saramacas sont des marrons, un peuple venant des fugitifs, d'accord, du Suriname. À la différence de nous, ils ont une histoire, ils ont un mythe de fondation, ils ont des fondateurs, ils ont des rites, etc., etc., etc. Ils ont une langue, enfin, ils ont un territoire. C'est les Saramacas. Il y a 6 peuples marrons au Suriname. Diouka, Saramacas, Loko, etc. Paramacas. Bref, les Saramacas ne prononcent pas le nom de leurs fondateurs, de leurs 2 fondateurs. Ah oui, Je les ai en tête là. Hein. Je ne d'accord. prononce pas leur nom. Et pourquoi? Ils ne prononcent pas leur nom parce que le nom évoque la violence et qu'ils ne veulent pas revivre cette période dure où ils se battaient contre les Hollandais. Et ce nom peut être écrit, Mais pas mais il prononcé. ne peut pas être prononcé. Et ce que je veux dire, c'est que l'esclavage, chez nous, il y a la honte, mais il y a aussi la violence que ça déclenche en nous. Deuxième question de la tribune digitale, elle est assez longue, la remarque, je vous la lis, telle que je l'ai reçue. J'espère. Édouard Philippe a récemment déclaré, vous voyez où je veux en venir tout de suite, a récemment déclaré que la colonisation n'était pas un crime contre l'humanité. N'est-ce pas là une partie d'un narratif visant à minimiser les responsabilités de la France vis-à-vis des descendants esclavagisés? Alors, certainement, je pense qu'il y a, Moi, je préfère la position du président Macron qui dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. D'accord? Donc, je suis plutôt sûr. Mais vous savez, la colonisation, là aussi, il faut voir les choses avec le recul. Quel territoire qui n'a pas été colonisé? La Gaule a été colonisée par les Romains, puis après a été colonisée par les Francs, puis après par les Visigoths, puis après par les Huns, puis après par les Arabes. L'Empire romain a colonisé. C'est un phénomène, on va dire. Le vrai problème, c'est un phénomène humain. Nous, les humains, ça pose la question sur ce qu'est l'humain. Parce que vous savez, les bœufs ne vont pas coloniser d'autres bœufs, mais les humains vont coloniser d'autres. Et quelle que soit leur couleur de peau, les humains colonisent les gens. Donc, on est là pour lui montrer. On est là, nous, pas pour rentrer dans une polémique avec Édouard Philippe. Lorsqu'on met le mémorial, on met le mémorial. Et on affirme une histoire qui est l'histoire de France et notre histoire. Donc, j'ai compris une chose de plus en plus, c'est que je rentre peu dans les polémiques, je construis. Et que je suis dans la proposition, je fais. Et je me base sur, justement, le fait que ça se fasse ou pas. Alors, on va terminer avec notre jeunesse. Mais où sont les réponses piquantes? Les questions piquantes, elles sont où? Elles ne sont pas assez piquantes pour vous, malheureusement. non. Je n'ai pas le temps de vous en donner davantage. Désolé, On en a, hein, mais désolé. il faudra conclure, malheureusement. Et parler un petit peu de notre jeunesse. Donc, on parle de transmission. Ouais. Aujourd'hui, cette jeunesse ultramarine, par rapport au travail que vous avez fait, tout le projet qui a été monté et le monument qui verra le jour d'ici une petite année et demie, à peu près, comment vous voulez que cette jeunesse ultramarine s'identifie à ce monument? Ouais. Comment le rapport? Alors, tout d'abord, je suis très inquiet sur la jeunesse, en tout cas celle qui vit en France hexagonale. C'est elle que je connais ou connais pas le plus. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés, nos parents, la génération des années 70 est arrivée en France hexagonale,
les Antillais étaient français. Ils parlaient le français, ils étaient chrétiens. Ils connaissaient le système administratif français. Ils ont intégré en fait très rapidement l'administration française et les hôpitaux que vous connaissez, etc. Oui. etc. Et ils ont pu le faire parce que les autres migrants n'étaient pas français. Ils n'avaient pas la langue française, ils ne maîtrisaient pas, et ils avaient une religion qui n'était pas la religion chrétienne. Donc ils n'ont pas pu les concurrencer du tout. Mais leurs enfants, à ces migrants, sont français. C'est ça. Ils sont français et eux, ils sont capables de dire « je suis français ». C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire le choix identitaire, même s'ils conservent leurs caractéristiques de langue, de religion. Vous savez, les Beurs conservent leurs caractéristiques de langue, de religion, les Juifs, tout ce que vous voulez. Mais ils disent qu'ils sont français, ils font un choix. Et ils investissent dans le système politique, administratif français. Le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas capables de faire des choix. Nous sommes entre fit et fente. Nous sommes entre la France et la Guadeloupe. Je vais vous demander de conclure. Voilà. Nous sommes Et à donc, quelques minutes nous de la pensons fin. que ce mémorial, en tout cas, est un jalon et un repère identitaire considérable. Merci. C'est pour eux. Merci à vous. Monsieur Fonsa, quelques mots pour conclure, Pour courtement. conclure, je fais appel à tous les Martiniquais pour qu'ils fassent pression sur la municipalité pour qu'on crée dans toutes les communes des monuments avec les noms qu'on nous a eus en 48, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas chez nous, justement, il y a le Mémorial Acte en Guadeloupe, mais chez nous, courtement, on n'a pas cette trace... Alors, pourquoi on n'a pas chez nous? Parce courtement, que parler d'histoire, c'est parler d'indépendance. Donc, ah oui, d'accord. Ça se résume malheureusement à ça. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Alors, ça, c'est vrai. Et deuxième important, c'est l'école, l'éducation, donner du sens à ce qu'on va faire. Absolument. Et ça, c'est déterminant. Parce que sur notre causerie, quand M. Romana viendra, en Martinique, on vous reviendra une prochaine vous voir. fois. Avec beaucoup de plaisir. Et cette fois-ci, on tentera d'en faire plusieurs épisodes de cette discussion que nous avons eue. Un grand merci à vous. Je suis admirative du travail que vous avez fait. Vraiment, j'étais touchée. Je pense que ça s'est vu. Les mots sont forts. Ça parle de notre ancienneté, ce que nous avons vécu. Et on le sait, notre âme. Et on sait une chose, c'est que parler de là d'où on vient, c'est savoir où on va. Exactement. Tout simplement. Voilà, sur ces mots, nous vous quittons. Monsieur Romana, encore merci. Monsieur Fonsa, à très bientôt. Et bonne soirée à vous, chers Itatins. On se voit jeudi prochain. À bientôt. Je dis, vive nos aïeux.